Yves Lawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de finances internationales et de l'état du monde actuel. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Claude Minereau. Monsieur Claude Minereau, bienvenue à Berbère Télévision. Merci, monsieur. Je vous en prie. Donc, vous venez de publier un excellent essai aux éditions de la Différence que vous dirigez, intitulé « La mort de Prométhée ». Ce texte est très fort. Il fait l'état du monde d'une manière assez lucide. Et donc, dans ce livre, vous écrivez, par exemple, que le capitalisme, c'est un néo-nazisme. C'est très fort, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi vous nous dites cela alors? J'ai vécu intensément, à partir de 1940, oui. J'avais 9 ans, la Deuxième Guerre mondiale. Et si je n'ai pas eu la moindre idée, bien sûr, de la Shoah par exemple, et des camps d'extermination. Et j'étais pas le seul à ce moment-là, puisque pratiquement personne ne le savait. J'ai su et j'ai vu autour de moi, quand la division Das-Reich est remontée, en été 1944, pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Je vous en prie. J'ai pu voir, j'étais à 70 km de Oradour-sur-Glane, et il n'y a pas qu'à Oradour-sur-Glane qu'il y a eu des villages, des petites villes incendiées. Et j'ai toujours vécu le nazisme, même dans mon imagination d'enfant, comme une horreur. Bien sûr. Et ensuite, quand nous avons pu avoir connaissance des camps d'extermination, et j'ai vu quelques personnes en arriver, nous avons constaté, et combien depuis ai-je pu y réfléchir et lire et voir, à la télévision par exemple, des images qui démontraient l'horreur scientifique auquel s'était livré le nazisme. Parce que pouvoir exterminer 5 à 6 millions de personnes en 2 ans, oui. Il faut avoir véritablement une organisation extrêmement au point. Ça c'est vrai, et ça c'est uniquement les gens exterminés dans le cadre de la Shoah, mais il y a eu beaucoup plus de victimes à travers les 4 coins du monde, n'est-ce pas? Absolument. J'ai voulu simplement marquer que là, par exemple, pour la Shoah, il y a eu... Là, l'organisation, il y a eu des tueries partout, mais l'organisation atteignait à l'horreur scientifique, comme j'essaie de... C'est vrai. Comme je l'emprunte, cette expression, car là, il fallait vraiment une organisation extrêmement minutieuse. Eh bien, je crois que le capitalisme, aujourd'hui, le système qu'il a mis en place dans le monde, que les hommes ont mis en place, mais qui aujourd'hui les dépasse complètement, ce système capitaliste, il tue dans le monde des populations innombrables, je dirais, chaque jour. Si je me réfère à certaines déclarations, il y aurait aujourd'hui un enfant qui mourrait dans le monde toutes les 3 secondes par manque d'eau potable. Tout simplement. Si le capitalisme était harmonieusement organisé, nous n'aboutirions pas à ce résultat, et il est sûr que, parce qu'il y a certainement
il a aujourd'hui, ce capitalisme, suffisamment de moyens scientifiques encore bien sûr. pour pouvoir donner de l'eau potable à la quasi-totalité de la population mondiale aujourd'hui. Mais il a choisi de ne pas le faire. Et ce sont des populations entières qui, pris dans des mécanismes, dans un engrenage, sont incapables de pouvoir survivre. Et par conséquent, je dis que ce capitalisme financier, et, enfin à obédience à structure financière, est un néo-nazisme, parce qu'il atteint lui aussi à l'horreur scientifique et qu'il tue beaucoup de monde chaque jour. D'accord. Dans le même livre, vous êtes aussi sévère vis-à-vis du communisme. Vous écrivez cette phrase: le communisme est mort parce qu'il est resté dans le secret de ses profondeurs, le singe du capitalisme. Oui, il m'est arrivé de voter communiste, en confidence. D'accord. Mais parce que je n'avais personne pour qui je pouvais voter par ailleurs. C'était les moins mauvais, c'est ça? Oui. D'accord. Mais dans le même temps, je crois que Marx, que je considère comme un génie, oui. Les analyses de Marx sont pour moi très importantes et restent encore d'actualité aujourd'hui. Mais en revanche, le messianisme marxiste, je n'y ai jamais cru. Et je crois que Marx s'est fourvoyé notamment dans le concept de la dictature du prolétariat. Et je crois aussi, en ayant tout au long de ces décennies, des premières décennies de mon âge adulte, en ayant assisté à la politique menée par l'URSS et au stalinisme d'abord, et ensuite à la lourdeur de la société soviétique, je crois effectivement que le communisme ne s'est pas débarrassé de la tunique de Nessus dans laquelle est enfermé lui-même le capitalisme. Ça c'est vrai. Donc, nous n'avons pas beaucoup de choix. Hein. Bon, je vais revenir au titre de votre livre, qui est assez joli, hein, La mort de Prométhée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce titre? Oui. Prométhée est un titan. Oui, il a dérobé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Voilà, qui a dérobé, le mot juste. Il s'est introduit secrètement dans l'Olympe. Il paraît qu'il a été aidé par Athéna. Ça, c'est la légende, bien sûr. Et comme Prométhée. Et Prométhée, ayant volé le feu sacré dans l'Olympe, l'a remis aux hommes qui qui s'en sont servis pour devenir, en d'autres termes, aux yeux de Zeus, semblables aux dieux. Alors, Zeus l'a puni en le crucifiant, si je puis dire, en l'enchaînant sur une montagne du Caucase. Tous les jours, un oiseau de proie, que selon les légendes, c'est un aigle ou un vautour, mais on va choisir l'aigle. Voilà. Un aigle venait lui détruire le foie, qui toutes les nuits se recomposait. Et par conséquent, Prométhée était éternel, puisque toutes les nuits, son foie se recomposait, et il était éternel. Et dans le même temps, il était éternel parce que le foie se recomposait, mais il était éternel aussi parce que tous les jours, il avait une souffrance qui est celle, en d'autres termes, de l'humanité depuis que l'hominidé s'est relevé en Afrique. Alors, aujourd'hui, je pense que nous sommes sur la voie, hélas,
en raison de la haute technologie, pas grâce, à cause de la haute technologie, nous sommes sur la voie d'une robotisation de l'humanité, notamment bien sûr dans les pays riches. Et je crois que la haute technologie est incapable de s'auto-limiter, de s'auto-réformer, qu'elle est par conséquent condamnée elle-même à aller jusqu'au bout de ses techniques, de sa technicité. Et je pense donc vraiment que dans quelques décennies, je crois que ce ne sera pas beaucoup supérieur à un siècle, dans quelques décennies, l'homme sera robotisé, non pas, il ne sera pas robotisé parce qu'il aura construit des robots encore qu'il en construit beaucoup aujourd'hui, qu'il dirige, mais il aura construit des robots qui seront de fer, de métal, mais tout simplement parce qu'il aura été génétiquement modifié. Et ça serait terrible si cela arrivait. Ce serait la fin de l'humanité, c'est ce que je dis, et ce serait la fin de l'Homo sapiens. Oui. Et j'ai été, pas surpris, mais étonné de voir aujourd'hui dans Courrier International, cette semaine, dans un le Courrier International, cette semaine, qui dit exactement, je le montre, demain, tous génétiquement modifiés. Tous génétiquement modifiés. Je lis juste une phrase. La manipulation génétique est-elle vouée à faire disparaître l'Homo sapiens? Eh bien, je crois que oui. Bon, on n'en est pas là quand même. Hein? Donc, je crois que dans votre livre, c'est possible. Ça se fait de plus en plus. Oui. C'est largement commencé. Mais ce que vous décrivez, il est déjà arrivé aujourd'hui, hein, parce que dans votre livre, vous dites qu'inconsciemment, hein, nous sommes tous inconscients, hein, d'une façon ou d'une autre. Quand vous parlez de la finance, le livre est un plaidoyer contre la finance. Quand vous parlez des élites, du fonctionnement des élites à travers le monde, c'est carrément un moule. Il faut être dans le moule, sinon vous n'existez pas, n'est-ce pas? Absolument. Alors, c'est ce que je pense, malheureusement, bien sûr, mais c'est la vision du monde et de relativement bientôt, je ne peux pas m'empêcher d'avoir. Oui. Quand vous dites que la finance de par le monde, elle est aveugle et elle veut être aveugle. Les hommes ont commencé d'abord par inventer, il y a, mettons, 2 siècles, l'économie industrielle. Oui, il y a eu des théoriciens du capitalisme, à l'instar d'Adam Smith, hein, qui a vécu entre 1723 et 1790. Voilà, alors je le cite dans ce livre, et je vous dirai, si vous voulez bien, tout à l'heure, pourquoi le libéralisme n'existe plus au sens où Adam Smith l'avait conceptualisé. D'accord. Voilà. Je crois aujourd'hui que les hommes se sont laissés aller, surtout la disparition de l'URSS y a contribué. Ils se sont laissés aller à penser que le capitalisme était victorieux sur toute la ligne et qu'il n'y avait plus, la preuve était faite qu'en dehors du capitalisme, il n'y avait aucune autre solution de société ou de civilisation. Eh bien, je crois aujourd'hui que les hommes se sont laissés aller à créer un système qui a totalement échappé au pouvoir des hommes qui l'avaient créé, pour s'enfermer dans ce que j'appelle un jeu de poulies, un jeu d'engrenage dont chaque dent est appelée irréductiblement par la dent du mécanisme qui la précède, et qu'on ira jusqu'au bout de cette mécanique, de ce processus, de l'irréductibilité, je cherchais le terme, de ce mécanisme. Voilà. Alors, vous avez fait allusion, j'ai fait allusion moi-même à Adam Smith.
Je vais vous raconter en quelques mots mon expérience personnelle. Oui, vous avez un parcours impressionnant. Hein, vous avez vous avez dirigé des entreprises, hein, bien sûr. C'est très gentil de. Oui. Mais c'est la vérité. J'ai fondé notamment 2 entreprises qui sont encore aujourd'hui prospères, qui ont été bien lancées et qui par conséquent aujourd'hui toujours une prospérité. Quand j'ai commencé ma première entreprise, c'est une entreprise de courtage d'assurance. D'accord. J'avais à ma disposition à l'époque, c'était au cours de l'année 60, j'avais à ma disposition, comme n'importe quel autre courtier, un piano d'une 50aine de compagnies d'assurance sur le marché français. Et parmi ces sociétés, vous aviez, notamment pour de grands risques, toujours la possibilité de trouver des touches qui répondent à votre appel, des touches du piano qui répondent à votre appel. Et par conséquent, le courtier, pour moi j'ai toujours vécu cela comme ça, le courtier comme représentant du client était donc chargé de la mise en place avec le client du contrat de protection qu'il voulait, quel qu'il soit, que ce soit pour garantir les responsabilités civiles ou la personne. Le courtier avait donc, après avoir bâti le contrat avec son client, de pouvoir, en d'autres termes, fixer avec son client lui-même la cotisation, la prime qu'il devait ensuite négocier et placer auprès du marché. Est-ce que c'était plus facile à cette époque-là de fonder des entreprises? Beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ne serait-ce que la réglementation est totalement abusive. Quand on ne gouverne pas, et on en parlera tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de gouvernement en France ni dans la plupart, dans la quasi-totalité dans tous les pays du monde, hein, pas seulement la France. Dans votre livre, vous êtes... Voilà. Partout. Le pouvoir, l'appareil gouvernemental n'est qu'une courroie de transmission du système capitaliste, financier. Bon, eh bien, aujourd'hui, à la suite de la massification des entreprises, de l'absorption-fusion des entreprises, qui a commencé, il y a à peu près 35 ans. Aujourd'hui, sur le marché français et étranger de l'assurance, le marché français, mais également étranger en France, des compagnies d'assurance, vous en avez 4 ou 5 qui peuvent assumer les grands risques. Et vous avez par conséquent aujourd'hui une configuration qui permet, il suffit de quelques coups de fil, de quelques cocktails, de quelques dîners en ville, pour pouvoir aboutir à des accords de place sur les grands risques. Et qui sont imposés non seulement aux courtiers, mais au marché. Ils sont imposés par qui, Ils sont imposés par le système, Si vous avez en France 4 ou 5 compagnies d'assurance capables, avec leur dispositif de par le monde et grâce au système de réassurance qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes ou autour d'eux, si vous avez 4 ou 5 compagnies qui sont capables de prendre un certain nombre de grands risques, notamment des grands risques bien sûr, ils sont des risques multinationaux, ils sont absolument en capacité aujourd'hui de se rassembler pour dire aux clients comme aux courtiers, c'est exactement le contrat que nous voulons. Ils vont imposer leur loi. Ils vont imposer leur loi. Quand vous dites, Monsieur Claude Minoreau, le système, hein, pour vous, c'est quoi le système? Comment est-ce que vous le définissez? Qui fait partie du système? Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est très difficile. Le système, c'est aujourd'hui une ramification de sociétés multinationales, qu'elles soient de caractère tertiaire ou industriel,
qui ne s'appartiennent plus à elles-mêmes non plus, mais qui ont créé une sorte de gouvernance, je dirais, mondiale, enfin, pas une gouvernance, une mécanique mondiale, c'est ça, une mécanique mondiale dont tous les rouages s'imbriquent les uns dans les autres et qui attaquent la moindre parcelle de vie et qui dirige la moindre parcelle de vie, que ce soit dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Et les hommes politiques alors, dans ce système, les hommes politiques, quel est leur rôle aujourd'hui? Eh bien, est-ce que leur rôle est de plus en plus limité? Il est de plus en plus inexistant. Carrément. Et je le crois. Je le crois. De quelle façon? Eh bien, je vais essayer de le dire. Aujourd'hui, le président des États-Unis n'a pas le pouvoir de décider? Barack Obama, dans lequel, puisque vous me parlez des États-Unis, dans entre lequel autres, c'est la première puissance mondiale. Sûr, oui, pour quelque temps encore. D'accord. Hein, pas la Chine arrive. On en parlera, oui. On en parlera. Barack Obama a suscité, quand il a été élu, un immense espoir mondial, notamment dans les pays sous la gouvernance capitalistique. Et bien, Barack Obama, que restera-t-il de ces 8 ans? Il devra encore, pendant les mois qui lui restent, il devra à chaque fois, par exemple, ce n'est qu'un exemple, oui, il aura besoin d'augmenter la dette publique américaine, il aura besoin du vote du Congrès, c'est-à-dire des républicains de la Chambre des représentants et du Sénat. Oui. Il aura besoin du vote des républicains et progressivement, pour avoir l'accord dont il aura besoin, il sera amené à abandonner la plupart des réformes, notamment la réforme de la santé, qui était la réforme qu'il n'a pas faite. Il l'a réussi en partie. Il n'a réussi qu'en partie, et le peu qu'il a fait risque, avant qu'il ne s'en aille, d'être littéralement éliminé. Voilà. C'est terrible ce que vous nous dites. Venons-en, parce que j'aimerais bien parler de la France. Oui, bien sûr. Alors, qu'on ne me dise pas aujourd'hui que l'homme qui, au Bourget, disait « Je n'ai qu'un seul ennemi, c'est le monde de la finance », qu'on ne me dise pas que cet homme est aujourd'hui le président de la République française. Il l'est théoriquement, il ne gouverne rien. D'ailleurs, il le montre chaque jour davantage. Et les premiers ministres qu'il a pu prendre, c'est le deuxième, les gouvernements que constituent ces premiers ministres et lui-même ne sont aujourd'hui que des courroies de transmission d'une puissance qui les dirige, de ce système dont j'ai parlé, de cette mécanique internationale. C'est justement cette finance qui dirige, c'est ça? Mais bien sûr. Et ils sont obligés de suivre les ordres. La seule façon, à mes yeux, d'exister pour un chef d'État, aujourd'hui, un chef d'État au sens de l'appareil gouvernemental, la seule façon qui serait pour lui, qui serait en mesure d'exister, c'est d'exercer un contre-pouvoir, de dire à son peuple, qu'est-ce qu'il va dire? De dire « Je ne peux pas faire ce que j'avais promis de faire. Je ne peux pas le faire, voilà, je vais vous dire pourquoi. Pour telle ou telle raison. » Est-ce que Et c'est à vous que je fais appel pour pouvoir me donner la liberté de le faire. C'est ce qu'essaye Alexis Tsipras. Oui. Et j'espère qu'il va pouvoir. Mais il est mort, Alexis Tsipras, s'il fait la moindre concession. Et il en a déjà fait, hein, lui aussi. Son discours a légèrement varié quand même. Son discours ne pouvait pas ne pas varier. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que les promesses
factuels qu'il a pu faire, il l'efface. Et surtout, c'est que, à mes yeux, toujours, oui, bien sûr, c'est que il refuse de payer cette dette artificielle qui plonge tout le monde, partout. Ces dettes partout dans le monde sont impossibles à rembourser et elles augmentent tous les ans. Et tous les ans, qu'on le veuille ou non, et ça va se vérifier encore une fois en France comme partout, elles s'augmentent en termes de PIB, en pourcentage de PIB. Et par conséquent, quand on manipule les chiffres, effectivement, bien sûr. on arrive à pouvoir les faire mentir. Mais il est absolument certain que ces gouvernants actuels de par le monde n'ont aucune sorte de pouvoir réel. Ils sont là. C'est bien dit, monsieur Claude Ils sont là Minereau. pour pouvoir mettre en place les mesures qu'on les fait prendre. Regardez, par exemple, juste un mot encore. Ce traité européen. Oui. Ce traité européen, prenons le peuple français. Il a dit non. Il a dit non, mais on a réussi à faire passer le traité de manière différente. Voilà, n'est-ce pas? le traité de Lisbonne, dont un ancien président de la République, il y a quelques années, voilà. a dit... Voilà. On va faire juste une petite pause, monsieur Claude Minereau. Il ressemble comme un frère très au bien, traité européen. On va y revenir, monsieur Minereau. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain Claude Minereau, qui est aussi président des éditions de La Différence. Donc, monsieur Claude Minereau, on parlait de la dette. Alors, le pays le plus endetté au monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Oui. Et vous dites dans le livre que en 2018, la dette, elle sera encore gonflée. 18 000 milliards de... 18 000 milliards. Oui. C'est impressionnant. Non, donc, ils ne vont jamais payer cette dette. C'est totalement impossible. Ils ne vont jamais la payer. Mais c'est ridicule, cette dette telle qu'elle est présentée et telle qu'on veut la faire vivre par les populations qui en sont les victimes. Il faut appeler les choses par leur nom. L'austérité, ce n'est pas moi qui ai inventé le mot. Bon, et croyez-moi, elle est extrêmement douloureuse, par exemple, pour le peuple grec. Il y a un deuxième peuple de référence aujourd'hui, c'est le peuple espagnol, qui vient enfin, lui aussi, de réagir. Je crois que... Mais monsieur Claude Minereau, je vous en prie. Les peuples du tiers-monde, ils ont souffert de cette dette depuis 50 ans. Oui. Pendant 50 ans, on leur a imposé des projets qui, soi-disant, vont les sortir de la misère. Oui, mais la misère ne s'est fait qu'aller de l'avant. Exactement. N'est-ce pas? Comment voulez-vous que je ne sois pas de votre avis? Il est tout à fait évident que ces dettes, elles servent. Les fameux processus de rééchelonnement de la dette. C'est un instrument que le système utilise pour que ces servants de messe, les multinationales, parce que ce sont ces servants de messe, les multinationales, que ces servants de messe imposent à toutes les populations du globe puisque c'est comme ça qu'on appelle, enfin disons des privations, une austérité qui détruit la moindre capacité de créativité, de croissance, et quand on voit le gouvernement français parlait de croissance, ou ailleurs, comment voulez-vous qu'on puisse croire un seul instant? Enfin, c'est pas possible. Moi, je ne lis plus, je dois dire depuis longtemps maintenant, aucun journal. Vous ne lisez plus les médias? Je ne lis plus aucun journal, aucun magazine. Vous êtes assez critique, hein, oui, des médias, des élites, de la classe politique. Vous dites carrément que la classe politique est abîmée, hein, n'est-ce pas? Donc, tout va mal, quoi. Mais enfin, monsieur Girin. Oui. Quand je regarde, quelquefois, parce que j'aime le débat, parce que bien sûr, je ne peux pas m'empêcher quelquefois de dire qu'est-ce qui, que je regarde, je ne vais pas citer
les émissions, parce que c'est toutes les émissions. Toutes les émissions à la télévision française trichent. Dans quel sens? Dans quel sens que les économistes, les soi-disant experts, les autoproclamés philosophes, sociologues, politologues, les spécialistes, mais quand on les écoute, enfin moi quand je les écoute, je me dis mais ils parlent de quoi là? Ils parlent de quelques enjolivures dans les branches de l'arbre. Il ne descend pas très bas à la superficie. Faut-il rappeler que le fameux traité européen, la classe médiatique l'avait soutenu et croyait que le référendum ne serait qu'un petit jeu, n'est-ce pas? Oui, mais ils se trompent à chaque fois. Bon, de toute façon, parce qu'ils ne veulent, ils ont les yeux qui sont dirigés. C'est surtout leurs oreilles qui fonctionnent mal. Parce qu'ils écoutent les ordres qu'un système leur donne et ils ne voient pas, en d'autres termes, les souffrances de leur peuple. Quelle est la souffrance? Mais vous racontez très bien comment les médias aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les médias sont plus intéressés par leur carrière que par autre chose. Ah bien écoutez, j'ai un chapitre du livre qui dit tout ce que je pense. Fausses élites, vrais coupables. Voilà. Quand je vois, parce que je sais un peu quand même, je peux dire que j'en ai souffert. Bien sûr. Bon, quand je vois par exemple le carriérisme des de ceux qui sortent des grandes écoles, ils envahissent la totalité de la sphère médiatique comme de la sphère financière. La sphère économique, on se demande aujourd'hui où elle est. Mais de toute façon, ils sont là et ils n'ont qu'un seul but, c'est le carriérisme. Et aujourd'hui, quand il y a encore 2 siècles, prenons la franc-maçonnerie par exemple, oui. Il y a encore 2 siècles, la franc-maçonnerie était une sorte d'effervescence, pouvait être un foyer d'effervescence. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie aussi est prise dans cet engrenage. Et je vais le dire. La franc-maçonnerie donne beaucoup de dirigeants en France. Bien sûr. Beaucoup d'hommes politiques. Beaucoup d'hommes politiques, oui. Alors, justement, prenons, pour sourire un peu, mais c'est vrai. Oui. La plupart de ceux qui sortent de grandes écoles ont réussi à avoir 3 francs-maçonneries. Ils ont premièrement l'amicale de l'école, des anciens élèves de l'école. Oui. Ça, c'est la première franc-maçonnerie. La deuxième franc-maçonnerie, c'est l'intersyndicale, si je puis dire, des grandes écoles. Oui. Ça fait la deuxième. Et puis la troisième, selon le hasard de la naissance ou des rencontres, eh bien, on va vers telle franc-maçonnerie, la Grande Loge par exemple, et dans d'autres circonstances, on va vers le Grand Orient. Et aujourd'hui, il m'est arrivé quelquefois de me dire, quand il m'est arrivé de m'adresser à certaines assistances, est-ce qu'il y aurait parmi vous quelqu'un qui ne serait pas franc-maçon? À vous poser la question inverse, là. Oui, exactement. Voilà. Alors, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est pris dans la plupart de ce qu'on appelle les élites sont prises dans un carriérisme, et qu'elles soient, je dis, médiatiques, financières ou économiques. Elles sont prises, ou même intellectuelles souvent, elles sont prises dans un carriérisme et dans une sectomanie. Oui, bien sûr, on peut dire comme ça. Oui, dans une sectomanie qui les dégrade et qui les transforme, chacun d'eux, en trafiquants d'influence. C'est très dur ce que vous dites, Monsieur Claude Minoreau. Vous dites aussi des choses encore plus dures. Vous dites que la Troisième Guerre mondiale a commencé il y a 40 ans. Oui. Comment c'est-il? Oui, parce que je crois qu'elle a commencé précisément avec la massification des entreprises. Elle a commencé avec la mise en place de ce système qui est devenu du capitalisme, qui est devenu le capitalisme financier et qui aujourd'hui dépasse le capitalisme financier pour arriver
au bout du compte, a un assujettissement lui-même à un système robotisé. Je dis dans le livre, par exemple, que ce qu'on a connu il y a 15 ou 20 ans dans la finance, c'est plus le cas aujourd'hui. Ce qu'on a connu, il y avait des traders qui manipulaient les sommes avec l'accord, ça nous ramène à Kerviel, à la Société Générale, avec l'accord de leurs dirigeants, qu'on ne vienne pas là-dessus nous raconter des histoires. De toute façon, qu'on ne nous dise pas le contraire, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, d'accord. Ça, ou bien, prenons le cas de Kerviel, mais c'est multiple, ou bien la Société Générale n'avait pas mis en place les moyens de surveillance mais indispensables, et elle est coupable, ou bien alors, ce que je crois, qu'elle a laissé Kerviel faire de très bonnes opérations, et un jour, ça a explosé. Voilà. Et quand je l'ai dit d'ailleurs dans le premier livre que j'ai sorti le 15 septembre 2011, un terrorisme planétaire, le capitalisme financier, en tout état de cause, elle est coupable. Et elle doit être condamnée. Alors, pourquoi la guerre est-elle commencée? Parce que c'est la guerre, monsieur. Quand vous regardez, écoutez, quand vous voyez là les derniers exemples les plus cruciaux, les plus épouvantables, c'est la noyade, quoi. Je dirais presque organisée. De toute façon, dans vos livres, vous donnez des exemples, et c'est précis, et c'est clair et net. D'abord, par exemple, on peut parler de la banque Dexia, qui, donc, le 29 septembre 2008, a eu des problèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous dites que les pouvoirs publics sont venus à la rescousse. Oui. Alors, je vais étendre le problème au-delà de la banque Dexia, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. À la suite de l'explosion de Lehman Brothers aux États-Unis. Ouais, là, c'était encore avant cela. Ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Voilà, et c'est cela qui a été l'étincelle qui a déclenché le séisme. Avec l'affaire des subprimes. Oui. Bon, là, le premier à exploser, c'est Lehman Brothers. J'en parle aussi parce qu'à mon avis, si on a laissé exploser Lehman Brothers, c'est parce qu'il y a eu on a voulu, en d'autres termes, laisser exploser Lehman Brothers. Qui a voulu cela? Vous le dites dans votre Moi, livre. je le dis. Je dis que c'est la banque Goldman Sachs, à l'époque, a investi la Maison-Blanche. C'est pas moi qui l'ai dit seulement. Hein, il y a beaucoup de monde qui l'ont pensé. Beaucoup d'observateurs sérieux, analystes, disent ce que vous dites. Voilà. Absolument. Ben, je l'ai cité bien sûr, dans le livre. Vous le racontez donc dans cette, je me répète, excellent essai, La mort de Prométhée, qui est sorti donc aux éditions de La Différence. Voilà. Alors, il faudra que je revienne sur Prométhée parce que je n'avais pas terminé tout à l'heure. Allez-y. Oui. Mais termine d'abord avec la question, la dernière question. Oui, cette affaire de la banque. Au terme, compte tenu de ce qu'on appelle dans le jargon la titrisation, c'est-à-dire la pulvérisation de la charge financière sur un ensemble de co-religionnaires, je dirais. Hein, parce que c'est presque ça aussi. Hein. La plupart des banques ont été touchées. À ce moment-là, que le gouvernement des pays, s'il existait, qu'aurait-il dû faire, chacun dans son pays? Il aurait dû, évidemment, venir au secours des banques, mais prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir sur les banques? Sur les banques. Et donc, vous pensez qu'aujourd'hui, cela ne s'est pas fait? De cela, sauf exception, dans quelques endroits, cela ne s'est pas fait. On a permis à ceux qui avaient, en d'autres termes, créé la situation par leurs imprudences, par leur voracité financière. On a
on les a renfloués et ils ont recommencé les mêmes errements. Et aujourd'hui, quand la BCE, la Banque Centrale Européenne, vient leur donner 11 000 milliards d'euros, ça va aboutir au même résultat parce que ce sont les banques à qui cette manne va être apportée, je le dis aussi, à qui cette manne va être apportée, vont la diriger, non pas tellement vers la croissance économique, mais elles vont la diriger autant qu'elles le pourront vers des rendements à risque. Vers des rendements à risque. Et comme les rendements les plus importants sont effectivement, enfin les plus rémunérateurs sont effectivement les rendements à risque, il est évident. On reste dans la spéculation ? Totalement, et par conséquent, on risque de créer encore des bulles financières qui ne manqueront pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors, concrètement, Claude Minoron, qu'est-ce qu'il fallait faire ? À l'occasion de cette affaire des subprimes et de l'explosion mondiale qu'elle a provoquée par voie de capillarisation. Tout à fait. Il fallait que les gouvernements, là, c'était une occasion pour eux de reprendre le pouvoir. Mais de quelle façon ? Mais de reprendre le pouvoir en apportant des capitaux aux banques, au système financier, mais en prenant le pouvoir capitalistiquement. Mais est-ce que c'est possible ce que vous dites ? Parce que les gouvernements des pays n'ont pas toujours les mêmes objectifs. Est-ce que les États-Unis n'imposent pas leurs lois ? Les États-Unis, c'est pire. Excusez-moi, mais c'est pire. Ah oui, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. C'est pire. Les États-Unis, par exemple, parce qu'on n'a pas parlé de l'Europe et des institutions européennes qui sont vraiment... Il faut absolument... Moi, je crois effectivement que le rêve européen, le concept européen, il peut être, pour une part, conservé, mais à une condition sine qua non. C'est qu'on détruise les institutions européennes actuelles, qui n'ont fait constamment que jouer le jeu Et quel est le poids de l'Europe aujourd'hui face aux États-Unis et des peuples. Quel est le poids de l'Europe aujourd'hui face aux États-Unis dans ces spirales de la finance? Alors, si, à mon avis, il va devenir de plus en plus fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a depuis quelques années maintenant, de façon très souterraine, très discrète, on est en train, les premières puissances européennes, comme l'Allemagne, comme la France, comme évidemment l'Angleterre, mais c'est différent déjà un peu, l'Angleterre. Mais l'Europe continentale, les premières puissances de l'Europe continentale sont en train de négocier avec les États-Unis un grand marché transatlantique. Au terme de ce grand marché transatlantique, de ce grand marché transatlantique, le pouvoir des États-Unis et le pouvoir de qui ? De Barack Obama ou de son successeur ? Ça n'a aucune importance, cela. La Maison-Blanche n'a plus aucune possibilité que de couvrir les exactions des multinationales Est-ce que l'Europe peut dire aux États-Unis d'arrêter d'inventer des guerres chaque année ? Ça fait 50 ans que les États-Unis inventent des guerres aux quatre coins du monde. L'Europe n'a aucun Est-ce que l'Europe peut empêcher les États-Unis d'arrêter les guerres, donc de mettre à côté son industrie guerrière ? Les États-Unis vont, après, et ce grand projet transatlantique, il va être mis en place l'année prochaine, dans les 2 ans, à mon avis, au minimum, au moins dans les 2 ans, peut-être dans les 2 ou 3 ans, enfin, il va être mis en place dans les 2 ou 3 années à venir. Il est déjà largement en place. Et aujourd'hui, s'il arrive à son aboutissement, ce qui est ultra vraisemblable, il va
on va vivre en Europe sous les concepts américains et les conduites américaines en matière de police, en matière de justice, en matière d'économie, en matière de finance, partout. D'accord. Et par conséquent, l'Europe va encore avoir moins de pouvoir que par le passé vis-à-vis des États-Unis dans les 2 ou 3 années à venir. Et la Chine dans tout ça alors? Ah, la Chine. Alors, la Chine, elle est assise sur la montagne que constitue, parce que c'est elle qui est le principal actionnaire de la dette américaine. Voilà, si je puis dire. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Oui, bien sûr. Elle est assise. Alors, la Chine, moi je crois qu'un jour, mais je peux me foutre dedans complètement, excusez-moi. Oui, bien sûr, il n'y a pas de de problème. parler familièrement. Oui, bien sûr. Je peux avoir complètement tort. La Chine attend, elle sait attendre, et dans les quelques années à venir, elle va prendre une place telle dans le monde, parce qu'elle est en train d'investir le monde. Je ne dirais pas d'envahir le monde, mais il est évident que les Chinois sont de plus en plus partout dans le monde. Et elle est susceptible à ce moment-là d'abandonner le dollar comme monnaie de référence, de prendre sa propre monnaie. Et l'Europe aura encore une fois loupé une opportunité. Quand je vois l'Europe s'allier aux États-Unis dans ce qu'on appelle l'opposition, la crise russe-ukrainienne, bon, c'est catastrophique. Comment voulez-vous, et il ne s'agit pas de Poutine de plus que d'un autre, la Russie ne pouvait pas accepter que l'OTAN vienne s'installer à sa porte. Bon, par conséquent, ils ont cette attitude à créer précisément la crise entre la Russie et l'Ukraine, alors qu'aujourd'hui, il aurait fallu jouer la route que je vais essayer de décrire en quelques mots. Oui. Là, il est probable que, compte tenu du réchauffement climatique, en Sibérie, on va pouvoir exploiter des ressources minières inconnues aujourd'hui, ou alors pouvoir en augmenter l'exploitation de celles qu'on connaît. Bon, eh bien, il fallait se diriger, avoir une politique. Il ne s'agissait pas d'abandonner l'Ukraine à son sort, mais vis-à-vis de ce qu'on considère comme l'ogre poutinien, ce qui est toujours ridicule, parce que ce n'est pas les hommes qui dirigent ce système. Bon, et il y avait là une route, et je crois que les Allemands ont peut-être commencé à comprendre ça, une route à travers les pays de l'Est, vers la Russie, et à travers la Sibérie, vers la Chine. D'accord. Il y avait là une route à créer. Revenons à la Chine. Chine, Monsieur Claude Minouro, Chine n'est pas un État démocratique. Il peut imploser à chaque instant aussi. Alors, Monsieur Zirem, pourriez-vous me citer dans le monde un État démocratique? Peut-être qu'il n'existe pas totalement, mais en tout cas, la Chine est plus autoritaire que la France, que la Belgique, que l'Allemagne. Oui, il n'y a pas d'élection en Chine. Non, mais il y a un seul parti, un parti communiste qui tolère quand même beaucoup de milliardaires qui sont proches de l'armée, n'est-ce pas? On est totalement d'accord, mais je ne vous dis pas pour autant qu'il faut que je suis, comment dirais-je, porté vers, par sensibilité et par philosophie, puisque j'essaie de rester un étudiant en philo. Bon, il ne s'agit pas de dire et de penser, et de me faire dire
que je suis totalement d'accord avec le régime poutinien ou le régime chinois. Je ne suis d'accord avec aucun régime aujourd'hui dans le monde. Aucun. Bon. Donc vous n'êtes pas d'accord aussi par les dictatures des pays du Sud? Vous dites dans le livre qu'elles sont imposées justement par les anciens pays colonisateurs. Oui, alors ça c'est le Moyen-Orient, l'Afrique. L'Afrique du Nord, entre autres. L'Afrique du Nord, mais même l'Afrique noire. Et donc l'Algérie. Et l'Algérie et l'Afrique noire. Vous pensez que le pouvoir en Algérie a été imposé par la France? Non. Comment ça? Dans ce cas, vous êtes en contradiction avec ce que vous écrivez dans le livre. Non. Je crois que le pouvoir... D'abord, il y a la colonisation est une marque qui sera encore indélébile pendant... peut-être toujours d'ailleurs, peut-être toujours. Oui. C'est beaucoup moins vrai pour la Tunisie et le Maroc. La Tunisie qui est chère à mon cœur parce que Pierre Mendès France a réalisé le 31 juillet 1954 à Carthage le seul acte, à mes yeux, intelligent de la décolonisation française. Et il en reste quelque chose parce que la Tunisie. Il avait fait ça pour s'occuper un peu de l'Algérie, n'est-ce pas? Non. Non. Il avait, vous savez, il a été mis à la porte très peu de temps après. Hein. C'est vrai. Il est resté en tout à Matignon que 7 mois et 17 jours. Et quand il a eu débarrassé la France de l'imbécilité de la guerre d'Indochine, de l'imbécilité extrêmement grave et douloureuse, néfaste, de la guerre d'Indochine. Il avait été très largement salué, mais quelques mois après, il devenait tout seul, quoi. Tout le monde le larguait. Oui, sauf quelques-uns. Sauf quelques-uns, d'accord. Bon, comme quelques-uns, oui, 7 mois, 17 jours et par terre. Parce qu'on ne l'avait mis que pour faire un peu de temps le ménage que les autres avaient, alors que les autres avaient amassé les ordures, si je puis dire. Bon. Oui. Alors, mais vous m'avez posé une question sur l'Algérie. Alors oui, l'Algérie a eu, avec la France, un passé douloureux, puisque le passé de puissance coloniale vers le colonisé est toujours dangereux pour l'un comme pour l'autre, et plus dangereux, bien sûr, plus douloureux pour la population algérienne que pour la population française. Et y compris, enfin encore que les Français d'Algérie en ont beaucoup souffert aussi, bien sûr, de n'avoir pas su, de n'avoir pas aidé, c'est vrai. Peut-être que là aussi les lobbies avaient joué contre le petit peuple aussi. Mais bien sûr. Alors, mais je crois qu'aujourd'hui, les problèmes que peut connaître l'Algérie, que je connais mal, hein, je connais mieux la Tunisie et le Maroc que l'Algérie. Mais les problèmes que peut connaître l'Algérie, elles viennent bien sûr pour une part des réminiscences, de ce qui reste, quoi, de la colonisation, mais c'est quand même surtout, je crois, le monde états-unien enfin le monde. Oui. Ce sont les États-Unis surtout qui la... Malheureusement, M. Claude Mennereau, on arrive à la fin de notre voyage, à la fin de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose ou bien un mot sur les éditions peut-être de la différence. Attendez, j'ai pas terminé de... Allez-y, rapidement alors. Sur Prométhée. On termine sur Prométhée. Alors. Voilà. Prométhée, non, mais sur la différence aussi. Prométhée, si le foie de Prométhée devient un foie d'acier par la robotisation, le bec de l'aigle se brisera. Voilà. Et par conséquent, Prométhée, privé de la souffrance le jour et de la décomposition de son foie le jour, ne pourra plus renaître la nuit, il va mourir crucifié. Et les hommes, dans le même temps, seront privés de la connaissance que Prométhée leur avait apportée,
C'est pourquoi j'ai intitulé cela. Parce que pour très moi, bien, très bien. On n'en a plus alors, beaucoup de temps. Alors, juste un petit mot rapide. Alors, je suis entré à la différence à 80 ans. Oui. En quittant mes précédentes activités. La différence a un catalogue qu'elle a constitué aujourd'hui en 39 ans. Elle avait 35 ans d'existence quand je suis arrivé. C'est un catalogue que nul ne peut contester comme indiscutable. D'accord. Hein? Et ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est d'élargir la ligne éditoriale de la différence qui a été beaucoup centrée sur des bouquins que les libraires, quelquefois, les lecteurs estiment difficiles à lire, pointus, comme on dit, voilà. Selon le vocabulaire habituel. Nous essayons là d'ouvrir à de nouvelles, la ligne éditoriale à de nouvelles collections, et nous essayons chaque jour nous sommes mobilisés, je dirais, chaque jour, pour pouvoir faire vivre cette maison qui porte bien différente dans le paysage éditorial français. Très bien, je vous dis merci d'être venu dans le graffiti, merci d'être venu à Berbère Télévision et bonne continuation dans tout ce que vous faites. Merci à vous, monsieur. Je vous en prie. Vous aussi, mes amis, je vous dis merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.